Est-ce que Belle n'aurait pas un petit syndrome de Stockholm? Dans Pop Culture et Psycho, aujourd'hui, on parle de La Belle et la Bête, le conte originel, mais aussi les versions par Disney. Donc quand on voit La Belle et la Bête quand on est adulte, on ne voit plus du tout la même histoire que quand on est enfant. On est vraiment frappé par l'étrangeté du château, par l'isolement de la bête, et puis par la manière dont Belle passe par plein de choses différentes. Elle passe par la peur, par la curiosité, et finalement, ça se transforme en une forme d'attachement. Dans le conte original de Madame de Villeneuve, ça se fait très lentement et c'est très trouble. On voit que Belle rêve, elle hésite, elle se sent coupable, et puis elle imagine d'autres vies possibles, et la relation entre Belle et la bête, elle se construit sur la durée, et avec beaucoup d'ambivalence. On est loin, vraiment loin du coup de foudre. On est vraiment dans une histoire où il y a deux mondes qui, peu à peu, tentent de cohabiter. On peut parler de mondes psychiques qui s'apprivoisent l'un l'autre. En d'autres termes, c'est pas une histoire d'amour rapide, c'est pas une histoire de coup de foudre, c'est plutôt une transformation progressive. En ce qui concerne le syndrome de Stockholm, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit et qui revient d'ailleurs souvent dans les médias. On se demande si finalement dans La Belle et la Bête, mais aussi dans d'autres récits, le personnage féminin ne devient pas un petit peu amoureux de son ravisseur, de son kidnappeur. C'est là qu'on parle du syndrome de Stockholm, mais pour le définir, le syndrome de Stockholm, c'est une réaction possible, pas automatique du tout, c'est même plutôt rare, une réaction possible chez des personnes qui sont retenues contre leur gré et qui, pour pouvoir survivre psychologiquement, vont s'attacher à leur agresseur, déjà en trouvant des excuses à leur comportement, voire en s'identifiant complètement à leur cause ou à leurs actions, mais aussi parce qu'il y a tellement de risques de mourir qu'en fait, il vaut mieux, d'un point de vue psychologique, accepter tout ce nouveau monde que l'on nous impose pour ne pas complètement, vriller et partir en dissociation. Sauf que dans le conte, comme dans le dessin animé, comme dans le film, on voit que Belle, elle est pas du tout, enfermée et contrainte. Elle désobéit, elle explore le château, elle se met en colère contre la bête, elle s'enfuit, elle revient, elle part chez son père, elle revient, elle repart au village. Elle bouge sans cesse, aussi bien physiquement que psychologiquement aussi. On voit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Elle se laisse libre de faire ce qu'elle a envie concrètement, même si, bien entendu, il y a quand même une petite emprise. C'est ce que Judith Herman rappelle quand elle parle d'emprise traumatique, puisque c'est son sujet de prédilection. Dans l'emprise traumatique, ce qui enferme vraiment, c'est le fait de ne pas pouvoir partir, de ne pas pouvoir se séparer physiquement ou psychiquement, de l'agresseur. Même dans une relation de couple, hein, pas forcément dans un château où on serait enfermé. Or, on voit bien que Belle, elle conserve toujours une capacité de mouvement et une capacité, de choix, en fait, dans cette période d'existence où elle est enfermée avec la bête. Elle peut tout à fait sortir de la relation si elle le souhaite. La bête, bon, dans le film, je vous en parle un petit peu après, on comprend un peu plus son background, pourquoi il est devenu comme ça, mais en tout cas, même dans le dessin animé, on voit qu'il lacère les tableaux, il cache les miroirs, il dit d'ailleurs beaucoup de mal de lui-même. Il pense qu'il est monstrueux, il pense que personne ne peut l'aimer, qu'il est condamné à finir seul, et enfermé dans ce corps monstrueux. Il se vit vraiment comme quelqu'un d'indigne. Et du coup, il est en colère. Et sa colère, elle est surtout là pour protéger son image de lui-même qui est complètement abîmée. Il a une très mauvaise image de lui, et donc la colère, c'est un moyen d'extérioriser ça et finalement de ne pas creuser dans ses sentiments difficiles. C'est ce que Hans Kohut décrit quand il parle de fonctionnement narcissiste blessé. Le narcissisme blessé, c'est quand l'estime de soi est vraiment très très fragile, et du coup, comme on a honte, on développe de l'agressivité, ça devient une défense contre la honte. Au lieu de se blâmer, de se faire du mal à soi-même, eh ben on attaque vers l'extérieur, ce qui nous permet d'avoir un petit répit vis-à-vis de cette petite voix intérieure qui nous répète en permanence à quel point on est nul. Donc la bête, vraiment, c'est pas un personnage qui, en soi, est mauvais, c'est un personnage qui détruit les autres, le monde extérieur, parce qu'il ne sait pas comment être autrement.
En gros, il fait peur aux autres parce que lui, il se sent minable, donc en extériorisant ses sentiments aussi négatifs envers lui-même, ça lui accorde un petit peu de répit. Je vais vous parler du château aussi, vous savez que j'aime bien parler des contextes, et en l'occurrence, dans le dessin animé comme dans le conte original, euh, le château, c'est finalement un être à part entière puisqu'il bouge, il vit, il évolue même visuellement en fonction de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est que de prime abord, on a l'impression que ce château, il est vraiment figé, il est hors du temps, poussiéreux, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé là-dedans depuis 300 ans. Mais en fait, il est peuplé d'objets, des objets qui parlent. Alors, on a bien compris que ce sont des êtres humains qui ont été transformés en objets, mais si on regarde ça avec une lecture psychologique, on peut voir que chacun de ces objets a vraiment une fonction bien précise qui correspondent symboliquement à la psyché humaine. On voit que le personnage de Lumière, il est là avec de la pensée rationnelle. Lui, il représente vraiment l'intelligence, la capacité à organiser, à évoluer, à proposer des alternatives en fonction de ce qui se passe. On voit que Big Ben, lui, il est plutôt très 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 rigide. Il représente le surmoi, la règle, la loi, c'est le temps qui passe. Voilà ce qu'il doit faire, voilà ce qu'on doit faire pour suivre ce qui nous a été imposé de l'extérieur. La théière Madame Samovar, elle est vraiment dans une fonction maternante. Elle est là pour nourrir tout le monde, pour rassurer. Elle est très contenante d'un point de vue psychique. Et puis les autres petits personnages qu'on voit moins, mais qui sont, enfin petits, pas si petits d'ailleurs, parce que l'armoire, la penderie de Belle est à mettre là-dedans aussi. Zip, la petite tasse, etc. Ce sont des objets qui sont très ludiques et qui ont vraiment une part d'ailleurs plus spontanée, plus infantile. On voit que ces personnages-là s'autorisent à rigoler, à faire des blagues. Voilà. Et ben, si on regarde ça comme ça, on a vraiment l'impression d'être face à une personnalité qui est éclatée en fonctions séparées. Les différentes fonctions psychiques, elles existent les unes à côté des autres, mais elles ne sont pas intégrées en un seul individu. C'est comme si le château, il représentait une personne qui ne s'autorise pas à vivre pleinement et qui vit justement avec des identités psychiques bien cloisonnées les unes des autres. Et ça, Wilfried Bion nous en parle quand il parle de psyché saturée d'émotions non transformées. C'est-à-dire que pour lui, il nous parle des émotions qui restent à l'état brut si on ne peut pas les penser, si on ne peut pas les dire et leur donner du sens. Pas forcément dire que l'émotion a une raison d'être, parce que parfois l'émotion, elle est très démesurée par rapport à l'incident de départ qui l'a fait créer. Mais encore faut-il pouvoir penser cette émotion pour pouvoir en parler, pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de ça. De soi, pardon. Et je trouve que le château, il ressemble justement à une psyché humaine avec beaucoup de fonctions, mais pas de circulation et pas d'intégration interne. En d'autres termes, la bête habite son château, il a bien toutes ses pièces et tous ses objets, mais tout ça, ça travaille pas ensemble. Tout est trop cloisonné et tout est trop figé. Si on reparle de Belle, ce que je trouve très intéressant dans le process justement où on est loin d'une fonction réparatrice en fait pour le personnage de Belle. Elle n'est pas là pour essayer de soigner la bête, elle n'est pas là pour essayer de lui trouver des excuses ou pour l'analyser ou pour l'aider à aller mieux. Non, elle existe, elle parle, elle s'agace, elle résiste, elle part quand elle veut, elle revient si elle veut, puis elle repart. Ce qu'elle apporte, je trouve que c'est extrêmement sain. Elle est un humain face à un autre humain. Elle n'est pas en train de le cajoler, elle n'est pas en train de le prendre en charge. En fait, c'est une vraie présence qui est capable de supporter une relation sans se dissoudre dans la relation et sans se rigidifier non plus. Et ça, c'est vraiment une relation, ce qu'on peut appeler une relation d'adulte à adulte. Euh, je vous parle souvent de Winnicott, Donald Winnicott. Il parle de ce genre de relation adulte comme une expérience fondatrice. Ce qu'on devrait pouvoir avoir eu enfant, mais que visiblement la bête n'a pas eu, c'est quand on est vu par quelqu'un qui ne nous réduit pas à ce que l'on montre, c'est-à-dire à notre façade défensive. Et Belle, effectivement, elle ne réduit pas la bête à simplement son apparence ou son comportement primaire. Euh, Elle lui laisse la possibilité de montrer autre chose sans le juger particulièrement. Euh,
Elle voit ce qui se passe, mais elle est libre, elle ne s'adapte pas en se perdant dans la relation et elle transforme pas non plus la bête, c'est pas un personnage, la bête, qui, devient gentil d'un coup. Non, elle apporte des mots, mais elle apporte surtout un lien humain de qualité dans leur relation. Elle le regarde comme une personne, elle le regarde pas comme un monstre et c'est ça qui permet, à la bête, petit à petit, de calmer sa colère et de montrer son vrai soi. Il se trouve qu'à la fin, ça se termine bien, mais c'était pas du tout l'objectif de Belle au départ, d'amadouer la Bête pour en faire un super prince charmant. À ce sujet, je vais faire un petit détour avec le film La Belle et la Bête, avec Emma Watson, qui est sorti, je crois, en 2017. Je trouve que c'est un film intéressant. Déjà, c'était très beau, j'ai bien aimé la mise en image, heu et puis on voit qu'il y a certains personnages qui sont plus creusés. C'est un bien comme un mal, c'est-à-dire que le film, je trouve qu'il rend tout plus explicite. On insiste beaucoup dans le film sur le passé de la bête, sur ses traumas à lui, sur ses blessures, pourquoi il est devenu la bête. Et puis Belle, on la montre comme quelqu'un, elle aussi, on explore son passé, et on la rend plus rationnelle, plus moderne, hein. Elle a beaucoup de modernité, même si dans le dessin animé, je trouve que déjà il y a une très belle modernité du personnage par rapport au conte original. Hem, résultat, voilà, pour faire simple, le film, je trouve qu'il permet de tout comprendre. Mais du coup, le dessin animé, et encore plus d'ailleurs le conte original, il laisse plus de place à l'ambivalence, il laisse plus de place au flou et ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand on est dans une représentation artistique. On n'est pas là pour essayer de tout comprendre, tout expliquer. En tant que spectateur, on ne veut pas savoir exactement le pourquoi du comment d'un point de vue clinique et historique. Parce que quand on nous explique trop les choses, on ressent moins émotionnellement. Ce que je trouve chouette, dans le conte original et même dans le dessin animé, c'est que comme il y a du flou, eh bien, le spectateur, il peut projeter sa propre histoire là-dedans et y trouver son sens à lui, parce qu'il investit véritablement, le scénario plutôt que de se voir présenter une histoire expliquée dans le détail de manière beaucoup trop clinique, ce qui est certes une jolie histoire, mais du coup, avec, je trouve, moins d'émotionnel. Enfin, je voulais vous parler de Gaston et des villageois de manière générale, parce que Gaston, bah, lui, il est souvent il est chouette Gaston, voilà. C'est un personnage très simpliste et en même temps, terriblement effrayant parce que c'est la norme sociale incarnée. Il est fort, il est séduisant, il est sûr de lui. Il est extrêmement bien adapté, en fait, au village. Et d'ailleurs, on voit que tout le monde l'admire, tout le monde, le suit et répète, le suit dans ses décisions, quitte à répéter ses slogans, hein: tuons la bête», tout le monde se met à répéter ça avec joie. Hem, mais en fait, Gaston, c'est un personnage, qui fait peur parce qu'il est jamais vraiment en lien avec les autres. Finalement, quand il interagit avec quelqu'un d'autre, c'est que soit il veut un miroir pour pouvoir, heu, pour que la relation lui montre à quel point il est beau et fantastique, soit il voit l'autre comme un objet à conquérir pour pouvoir l'utiliser, avoir une relation de pouvoir dessus. Mais en fait, il est jamais vraiment en relation avec les autres. Il est complètement autocentré, pour dire ça comme ça. Ça, le lien, c'est quand même quelque chose le lien entre 2 êtres humains, c'est quelque chose qui ne peut fonctionner que si, à la base, il y a une véritable place pour l'altérité et pas qu'une place pour, son propre reflet. Sinon, on est dans une relation toxique. Or, Gaston, il fonctionne vraiment dans un monde où, tout le monde, valide tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout le monde pense comme lui, tout le monde désire la même chose que lui une fois qu'il l'a exprimé. Il est jamais dans la confrontation et donc il n'y a jamais la moindre adaptation de sa part à un monde extérieur. Résultat, il est enfermé dans son propre monde. C'est K.S. qui parle de ça, du lien et de l'altérité, nécessaire dans le lien. Et du coup, de ce point de vue-là, moi je trouve que le village, il est presque plus inquiétant que le château. C'est-à-dire que dans ce village, on le voit dès le départ, le simple fait que Belle et son père soient venus, s'installer et qu'ils soient considérés comme des excentriques, alors qu'ils ne font pas grand-chose a priori de dérangeant, Heu, ça ça instille déjà
ce comportement inquiétant, en fait, de la société de ce village, parce que tout est normalisé, tout doit être conforme, pas de réel conflit et le moindre faux pas fait qu'on est, considéré comme un mouton noir et un petit peu exclu du groupe social. Donc de ce point de vue-là, voilà, je trouve que Gaston, c'est un être parfaitement intégré, mais il est incapable de relations réelles et du coup, c'est lui le vrai méchant de l'histoire. Belle le dit dans le dessin animé, hein, ce n'est pas lui le monstre Gaston, c'est toi. Effectivement, elle a résumé en une phrase ce qui se met en place petit à petit tout au long de l'histoire. Donc pour conclure sur La Belle et la Bête, dans le conte de Madame de Villeneuve, on voit que Belle hésite beaucoup, c'est très long, hein, dans le conte original, ça se passe pas, il y a beaucoup d'ellipses dans le dessin animé, on voit que les saisons s'enchaînent, mais dans le conte, c'est beaucoup plus long et on suit les hésitations de Belle. On voit qu'elle rêve d'un autre homme, on voit qu'elle se sent coupable de rester, mais elle se sent aussi coupable de partir et d'ailleurs, voilà, elle part, elle revient, elle fait ce mouvement de va-et-vient. Parce que c'est pas le coup de foudre, c'est vraiment ses sentiments qui évoluent en fonction de ce que la bête lui apporte aussi dans la relation. Et la transformation de la bête, elle prend du temps et elle passe par ces périodes de séparation physique, hein, où Belle s'en va, ou ces périodes de rapprochement psychologique, humain, émotionnel, parce qu'ils arrivent à se parler ou à communiquer d'une certaine manière tous les deux. Il y a des doutes, il y a des pertes, et c'est ça qui fait que petit à petit, euh, la bête évolue, et même si à la fin il y a cette espèce de métamorphose magnifique et magique, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la métamorphose, elle se fait petit à petit, c'est pas miraculeux, elle se fait parce que ce qui se met en place, c'est un espace relationnel suffisamment vivant. C'est-à-dire qu'il y a 2 êtres humains, la belle et la bête, qui réussissent à créer du lien de qualité qui permet d'avoir du mouvement, qui permet à chacun un remaniement interne. Et il se trouve qu'à la fin, ça se termine bien, ils sont amoureux et c'est magique. Mais je trouve ça extrêmement intéressant que pour une fois, on nous propose un conte où il ne s'agit pas de sauver quelqu'un, il ne s'agit pas de sauver la pauvre princesse dans son château endormie, il ne s'agit pas non plus de sauver le monstre qui est devenu un monstre, mais qui en fait est une gentille personne. Dans le fond, ça nous parle surtout de comment est-ce qu'on peut changer quand la relation devient enfin un endroit où les choses circulent et où on n'est pas figé comme dans ce château avec des fonctions psychiques complètement bloquées et où du coup rien n'est jamais remis en question. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez un nouvel épisode de Pop Culture et Psycho sur un Disney ou sur tout autre compte, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye!